Marie-Christine Martel, je suis tellement, mais tellement content de te recevoir sur le podcast Humain d'exception. Merci d'être là. J'ai tellement de questions, tellement de choses, de belles choses à jaser avec toi. Et ça va être assurément une entrevue humaine parce qu'on est deux humains qui ont envie d'avoir une belle discussion d'humain à humain. Donc, bienvenue encore une fois dans le podcast Humain d'exception. Je te vois dans quelques podcasts, fait que je pense que tu te promènes un peu pas mal ces temps-ci. Pour les gens qui sont pas toujours sur le web ou qui n'ont pas vu passer toutes les belles choses que tu fais ces temps-ci, je vais te parler un petit peu de toi en intro, qu'on puisse casser la glace un petit peu. Puis si je me suis trompé dans mes recherches, tu te gênes pas pour m'interrompre puis de rectifier le tir. On jase easy going comme ça, on suit le flow. Donc, évidemment, tu es une entrepreneur, auteur aussi. D'ailleurs, tu as publié, je sais pas si c'est dernièrement, mais en tout cas, moi, je l'ai lu dernièrement, Ma vie parfaitement imparfaite. Je suis en train de dévorer ton livre. Je vais te faire une petite confidence. Il me reste la dernière partie à lire. Sais-tu quoi? Tu vas pouvoir m'en parler plus tantôt, vers la fin. J'adore le dernier titre qui est Marie-Christine 4.0. J'adore même pas 3.0, c'est 4.0, une coche de plus. Évidemment, ben, tu fais une tournée de conférences aussi. Tu te promènes un peu partout avec ta conférence qui est le pouvoir du Why Not. Ça aussi, on va en parler. J'adore le titre aussi. Le livre, comme je te dis, je l'adore et j'aime beaucoup le titre. Ma vie parfaitement imparfaite. Il y a tellement à dire là-dessus. Il y a tellement à dire. Beaucoup trop de gens cherchent la perfection. Donc, je trouve ça intéressant. Et je vais te dire ce que j'ai aimé encore plus. Il y a plein de pépites d'or là-dedans au niveau du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la restauration, évidemment. C'est ton parcours entrepreneurial du départ, qu'on va en parler tantôt. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est les petites notes Ami à mort, ta fille, les petits messages que tu laisses, j'en cherche un, j'en trouve pas, ça fait exprès, mais dans presque tous les chapitres, il y a des petits passages, c'est comme si tu arrêtes ton livre, puis tu prends une pause, puis là, tu t'adresses à ta fille que tu appelles Mi Amor, puis tu lui dis pourquoi tu écris ça, qu'est-ce que tu veux qu'elle retienne de ça. D'ailleurs, justement, j'en ai un passage, puis il faut que je le lise aux gens parce que j'ai trouvé ça magnifique et ça explique vraiment ton intention, je trouve, derrière tout ce beau cheminement-là et ce livre-là. C'est en page 8, ça dit, un des paragraphes que j'ai retenu. Je souhaite donc te transmettre, chère Mi Amor, qui est ta fille, plusieurs enseignements, mais principalement celui de suivre tes désirs et ton intuition, plutôt que de te fondre dans le modèle que la société et les personnes que tu rencontreras tenteront de t'imposer. Exactement. Bravo. Wow. C'est magnifique. Dans le livre, tu parles évidemment de ton parcours dans la restauration dans lequel tu as créé les franchises Thai Zone. Il y a, rappelle-moi, en quelle année En 2007, j'ai ouvert la première succursale. La première à Québec, en plus, à Sainte-Foy. Exact. Et après ça, mon Dieu, ça a explosé. Si je ne me trompe pas, en 6 ans, en 7 ans, vous étiez rendu à 24 franchises. Ouais. 24 franchises. Et dans l'histoire aussi que tu nous racontes, et on t'a vu aussi dans les médias en parler aussi, tu as vendu ton entreprise à ton compétiteur, avec lequel, au début, tu voulais acheter une franchise de eux, qui est le groupe MTY, mais qui était les franchises Thai Express. Exact. Tu voulais acheter un Thai Express quand tu étais parti en affaires, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, le deal. Plusieurs années plus tard, tu te retrouves avec 24 franchises de Thai Zone, ta création avec tes partners, puis boum, la journée, la transaction se fait au groupe MTY. Je vais donner le chiffre parce que tu le dis dans le livre, 17,4 millions que tu as vendu, ce qui a fait de toi, évidemment, une millionnaire. Puis je pense que tu n'avais même pas 30 ans ou tu étais tout proche. Dans jeune trentaine, exactement. Jeune trentaine. Wow! Vraiment. Écoute, c'est déjà... Puis là, une question entre parenthèses. Fait que là, je suis assis à côté d'une multimillionnaire où tu as déjà tout dépensé. J'espère que non.
Benoît, est-ce que tu me permets, pour commencer, de te remercier? Merci de ton invitation. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. J'ai été charmée par ton podcast que j'ai regardé. Wow. Je trouve que ton sujet il est pertinent. On a besoin, après une pandémie, d'être inspiré par quelqu'un ou plusieurs personnes là, qui croisent notre route. Fait que je tenais vraiment à te remercier. Merci. Oui, je peux jaser de mon parcours absolument. Est-ce que j'en ai encore des millions? C'est ça la question qui tue. Tu sais, c'est sûr que quand on fait nos premiers millions comme ça à un très jeune âge, tu sais, il faut continuer à travailler. Oui, exact. Je n'ai pas pris le luxe de me dire, OK, je m'assois sur mes lauriers et puis ça va être la retraite jusqu'à la fin de mes jours. De toute façon, j'ai pas ça en dedans de moi. Non. Moi, j'ai le feu brûlant de l'entrepreneur qu'on ne peut pas arrêter. Fait que, puis même après, comme une... Tu sais, parce que plusieurs, quand même, qui ont le feu brûlant, comme tu dis, puis qu'ils arrivent à cette home run-là, à cette grosse transaction-là, puis boum, tu aurais pu ne plus avoir le feu après ou dire, hey, j'ai fait mon gros coup d'argent, je chill, puis je profite de la vie, puis tout ça, mais c'est pas dans toi, puis ça paraît, puis on peut le lire même sans t'avoir rencontré, juste en lisant ton livre, que tu as cette flamme-là, que tu as cette bougie-là là, de créer d'autres entreprises, de créer d'autres succès, mais plus au-delà du succès même, d'avoir des équipes, de faire une différence aussi dans ton domaine. Fait que je suis content que tu voulais pour tes auditeurs peut-être que je te fasse un build-up, là, parce qu'il y a eu une transaction, mais il y a eu un départ avant ça, où je te laisse aller avec... Écoute, j'étais là-dedans, je m'en allais là, parce que ce que j'ai fait, en fait, ce que je te propose, il y a des passages dans ton livre que moi, ça m'a interpellé, puis que je veux qu'on développe là-dessus. Puis en même temps, si j'oublie des choses, fais un build-up, comme tu dis, puis gêne-toi pas pour partager ton parcours. Écoute, j'ai envie de te demander, pour commencer, on parle de, c'est bien beau la transaction millionnaire, puis tout ça, mais t'es pas né millionnaire. Puis moi, tout de suite, dans ton livre, en partant, tu t'es pas gêné de dire que tu as toujours été une enfant réservée, puis que tu as même quitté l'école pour aller vivre tes rêves, en fait, puis tu as aussi quitté ton domicile familial à 17 ans. Oui. Moi, je dis que j'ai un frisson, là. Moi, ma plus vieille a 16 ans. Puis là, je fais juste m'imaginer, OK, elle partirait, là, comme l'année prochaine. Puis, fait que, parle-moi de ce bout-là, comme, quel a été, pourquoi, t'as pris la décision, OK, je pars, je lâche tout, je m'en vive mes rêves. Puis la réaction, évidemment, de tes parents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Non. Ma mère, à la base, c'est une serveuse, puis mon père, il est technicien chez Coca-Cola. Fait que c'est 2 salariés qui ont essayé de se lancer en affaires quand moi, j'avais 3 ans. Et puis, ils ont déménagé la famille là, à Trois-Rivières pour essayer de se partir en affaires, puis ça a été trop insécurisant pour les deux. Ils ont décidé de retourner comme travailleurs. OK. Moi, c'est vraiment quand j'ai terminé mon secondaire 5, puis là, c'est l'étape du cégep, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie pour le reste de nos jours. Ah ouais, c'est une pression quand même. Oui, vraiment, là, si tes enfants sont dans ces âges-là. Je me souviens, même moi, à ce temps-là, je savais même pas en tout ce que je voulais faire. Là, puis c'est tout de suite, il faut que tu ailles dans telle affaire. Exact. Et moi, ma mère m'avait montré à tenir des assiettes, puis elle m'avait montré le métier d'être serveuse pour pouvoir payer mes études. T'sais, elle m'avait dit, Marie, c'est un métier avec lequel tu vas pouvoir voyager, qui est universel, puis qui est quand même assez payant. Alors, moi, je l'accompagne dans ses... mon premier travail, c'était de la suivre puis d'apprendre le métier. Puis rapidement, je suis tombée autonome. Et pour moi, ça a été comme si j'avais été entrepreneur à partir de ce moment-là. Ah ouais, hein? Oui, parce qu'on est comme un mini-entrepreneur, d'avoir nos propres clients, d'avoir notre propre fonds de caisse. Tu sais, pour moi, la cuisine, c'était comme mon fournisseur. Puis si je donnais un bon service, le pourboire a été à la hauteur du service que je donnais. Oui, puis tu disais aussi même dans le livre, je me trompe pas, là, que ce qu'on appelle les boss boys. Oui, c'était comme c'est comme tes employés. Oui, tu les traitais comme des employés, comme tu traites bien tes employés, tout ça. Puis tu avais vraiment l'esprit entrepreneurial, comme une micro-entreprise dans une... Mais tu étais juste serveuse. Je dis ça juste, c'est pas péjoratif, c'est juste que, mon Dieu, s'il y en avait qui penseraient plus comme ça en ce moment dans les restaurants... Il y en a une méchante gang qui nous donnerait peut-être un meilleur service. Fait que déjà, tu avais cet esprit-là. Là. Exact. Puis là, je suis allée voir un orienteur parce que moi, je m'étais inscrite en sciences pures parce que j'avais les notes. Puis là, je vois cet orienteur-là qui avait l'air aussi mêlé que moi. Là. Honnêtement, ça n'a été aucunement utile. Oh my God. Ce qui m'amène en mi-session au cégep d'organiser un voyage de vélo de montagne aux États-Unis.
Okay. Alors, encore là, il y a un petit côté entrepreneur dans moi, organisationnel, qui s'implique dans ce comité-là, puis que finalement, on part passer 2 semaines aux États-Unis avec nos vélos de montagne dans une vanne. Et là, c'est passé les douanes que je me suis rendu compte que je parlais absolument pas en anglais. Et non, hein? Vraiment, là. On est arrivé au Subway, là, puis il fallait que je me colle à côté de la fille d'à côté, puis la seule chose que j'étais capable de dire, c'est same, puis à la fin, mon sandwich, là, il goûtait absolument pas ce que je voulais. Non, mais non, c'est clair, là. Alors, ce voyage-là se passe et mon idée qui germe dans ma tête, c'est de revenir au Québec puis de dire à mes parents, OK, là, le cégep, ça m'amène nulle part. J'ai une lacune avec l'anglais, alors je vais partir 6 mois aux États-Unis pour aller apprendre l'anglais. Wow. Ce qui est la meilleure manière d'apprendre une autre langue, en immersion totale. De là que j'ai 17 ans et que je quitte la maison pour 6 mois et je vais vivre aux États-Unis. Faut comprendre, on l'a dit, j'étais une fille très timide. Fait que pour moi, ça a été vraiment difficile là, de faire ces moves-là. Mais je sentais que si j'allais au-delà de ma zone de confort, c'est là que la magie allait se passer. C'est pour ça un peu que ma conférence s'appelle Le pouvoir du Why Not. C'est qu'à toutes les fois que j'ai sorti de cette zone de confort-là puis que je suis allée à l'extérieur de ça, ben c'est là que j'ai progressé ou que la magie a opéré. Puis ça venait d'où, ça, cette force-là, ce réflexe-là, tout de suite, de dire, ben moi, si je vais au-delà de ma zone de confort, il y a des belles choses qui vont se passer. Tu as 17 ans. Je veux dire, j'essaie de le dire, puis de le dire, puis de le redire souvent à mes enfants, puis c'est un challenge même pour moi qui fait ça dans la vie avec plein de monde en coaching, les sortir de leur zone de confort. Le message passe pas tout le temps. Leur temps va venir. À un moment donné, ils vont sortir de leur zone de confort. Mais toi, c'est-tu parce que c'était dans toi ou c'est tes parents qui te challengeaient? Bonne question. En fait, je dirais que mon premier mentor dans la vie, ça a été mon père. Okay. Tu sais, mon père qui était quand même assez conventionnel, mais il savait que par ses mots, il était capable d'avoir un pouvoir sur moi. Alors, il me disait des choses comme « Marie, quand on veut un peu » ou si on veut un projet, il suffit de planter une graine puis de la laisser pousser ». Des choses comme ça. Ouais, okay. Et moi, à l'âge de 16 ans, là, juste avant que tout ça se passe, je mets la main sur un livre qui s'appelle « Le pouvoir du subconscient ». Oh. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a même forgé. C'est une bonne lecture à cet âge-là. Mon Exactement. Dieu, ça peut faire toute une différence, une bonne lecture. Sais-tu quel livre, moi, que j'ai lu à peu près dans la fin de l'adolescence, début vingtaine, je dirais, que moi, c'était pas ce même genre-là. Ça a été Le Barbier riche. Ah oui, hein? C'était juste ce livre-là? Non. Ah, mon Dieu, je pense que tout adolescent devrait... Fait que c'était une éducation sur les finances, sur l'argent, mais c'est comme un barbier qui raconte ça à 2 jeunes qui vont se faire coiffer, mais le barbier est millionnaire, il est riche. Ah ouais. Puis ils comprennent pas comment est-ce qu'il est devenu riche en étant juste barbier. Mais là, il explique tous les bons moves financiers qu'il a fait, les placements, la sécurité, plein d'affaires, pour venir un jour avoir la liberté financière. Fait que c'est super intéressant. Fait que je peux comprendre l'impact que ça peut faire de lire un bon livre très tôt dans notre vie. Exactement. Puis là, j'ai compris qu'avec mon mental, mon mindset, j'étais capable d'accomplir pratiquement n'importe quoi. Mais ça restait comme assez embryonnaire dans ma vie. Alors, de l'expérimenter dans la vraie vie, c'est là que j'ai vu à quel point c'était vraiment puissant. Alors, je pars aux États-Unis, je reviens au Québec et là, je fais la rencontre de mon premier conjoint avec qui je vais passer les 12 années qui vont suivre. Ouais. Ce gars-là était aussi un serveur dans la restauration, puis tous les deux, on était là, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, tu sais? Moi, le cégep, j'aime ça, les cours de philo, mais j'ai l'impression que ça va pas m'amener nulle part. Fait que lui aussi, là, il était en remise en question. Il avait déjà lâché l'école, lui aussi? Oui, il faisait son secondaire aux adultes. OK. Et on avait vraiment beaucoup de plaisir à faire notre travail de restauration. Tu sais, moi, j'aimais l'ambiance, j'aimais que les gens étaient de bonne humeur. Je trouvais ça, j'aimais le service à la clientèle. On avait vraiment un buzz là, de travailler comme mini-entrepreneur de restauration. Et là, j'ai remis l'idée un soir, je me rappelle encore, dans un petit appart à Montréal, j'avais déjà quitté la maison de mes parents, puis qu'on a dit, pourquoi qu'on n'ouvre pas notre propre restaurant? Mm-hmm. Et c'est là, vraiment, qu'on s'est dit, comment on peut faire pour un jour avoir notre propre restaurant? Plein d'idées nous est venues par la tête. Là, t'as quel âge à ce moment-là, quand ça commence à arriver? OK, fait que t'as même pas 20 ans encore, là. Exactement. Et là, on se dit, mais on pourrait profiter de la vie un petit peu parce qu'on le sait que la vie d'entrepreneur, c'est un commitment, là. C'est vraiment, on donne sa vie pour ça. Et ce conjoint-là avait eu des amis qu'il avait connus dans l'Ouest canadien qui habitaient en Australie.
Et il y avait ce rêve-là à lui de partir 1 an en Australie avant de dire, OK, là, on va faire notre vie d'entrepreneur par la suite. OK. On s'est comme dit, on se donne 1 an pour faire notre plan d'affaires. Ouais. Alors, puis en même temps, se promener puis voyager un puis peu. quand t'es jeune, on va se le dire, c'est le temps de le faire. C'est pas avec une famille. Non, ou c'est sûr. il y en a qui le font, là, mais Ouais. pour moi, ça a été le parfait moment de partir avec nos sacs à dos. On est allé vivre en Australie, puis on a acheté une genre de petite van, un genre de Westphalia, puis on a passé 1 an à faire 30 000 km. On a fait 1 an pour faire tout le tour, en fait, de promener 1 an juste en Australie. Oui, juste en Australie, Wow. à voyager. Ça a été quand même formateur. Moi, c'est la première fois vraiment. Tu sais, mes parents avaient jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion avec eux. On était 100% autonomes. Puis pour moi, ça a été une aventure quand même assez formatrice, Ah ouais, on va je se le comprends. dire. C'est vrai quand on dit que voyager, c'est comme une école de la vie, ça forme la jeunesse, ça forme le caractère. C'est vrai, ça, finalement. Et oui, quand même. Oui, quand même. Et puis, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone. Non, on pas appelait avec Internet. des cartes d'appel, on allait dans des cafés Internet, on espérait que notre courriel se rende. Ouais, c'est ça. tu sais, Ça ça prenait trahit une mon demi-heure âge, là. avant. Ça prenait une demi-heure avant que le courriel parte. Exactement. Alors, on arrive là, puis tu sais, le décompte se passe, là, les mois passent, puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire là, à notre retour pour pouvoir accomplir ce rêve-là? Et sur une plage là-bas, il y a des gens qui nous parlent de la possibilité d'aller travailler sur des bateaux. Ouais. Et là, nous, on avait, oui, le rêve de partir de notre propre restaurant, mais on avait aussi la piqûre du voyage. Exact. Et pour nous, cette occasion-là nous permettait de jumeler ces deux problèmes-là. Ouais. Vouloir continuer à voyager et ramasser Et faire de l'argent. l'argent, ramasser de l'argent. Puis là, à un moment donné aussi, il faut que tu te souviennes de tes besoins aussi. Exact. Puis c'était les gros bateaux, là, des yachts, puis des bateaux de croisière ou juste des Très bonne question. des yachts? C'était pas des bateaux de croisière, c'était OK. vraiment des yachts privés. On Wow. parle de, mettons, 100, 150, 200 pieds. C'est des bateaux pour des gens extrêmement Des riches. petites chaloupes, là. C'est leur chalet de vacances, My des God. milliardaires, bien sûr. Ah oui, évidemment. Qui nous amène à aller dans des agences de placement pour aller trouver du travail. Ouais. Ça a été quand même complexe là, d'arriver comme un couple qui parle pas super bien anglais puis qui a pas d'expérience à se trouver un emploi. Fait que on a décidé de se séparer le temps qu'un de nous deux trouve un emploi pour que l'autre aille le rejoindre. OK. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Et mon conjoint a trouvé un emploi Ouais. et ça a été quand même assez rapide. Je pense que 2 mois plus tard, j'avais un appel pour pouvoir aller le rejoindre. Pour aller le rejoindre, mais le travailler dans la même place, le même bateau. Exact. Alors, on embarque sur ces bateaux-là, sur lesquels on va passer les 3 années qui vont suivre, à travailler pour des gens extrêmement riches. Oui. Alors, on parle de milliardaires. Ah ouais. Fait que là, tu vois ça, tu goûtes à ça. Exactement. Tu- Ben, en fait, tu es inspiré par Ouais, ces t'es gens-là. inspiré, Hein? C'est ça, c'est c'est sûr. une inspiration pour nous. Alors, de voir aussi, d'entendre leurs histoires, parce qu'on travaille avec la famille. Moi, je m'occupais du service. J'étais une stewardess, qu'on appelle. Ça Ok. veut dire que je m'occupais autant des repas que des chambres, ces trucs-là. Fait qu'on avait quand même l'occasion de discuter avec ces gens-là. Ouais, c'est ça. Alors, souvent, on se disait... on leur expliquait qu'un jour, on voulait avoir un restaurant. Tu sais, ils nous demandaient, Ouais. tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Non, nous autres, on veut se partir en Tu sais, affaires. embarquait dans la conversation, puis il t'aidait, genre, il te mentorait un peu pour te donner Oui, un à peu de- quelque part, un peu on de a eu conseils, quelques puis- brides de conseils, OK. dont un qui a été vraiment marquant pour nous. Un des propriétaires qui nous a dit, tu sais, les jeunes, si vous voulez vous partir en affaires au retour, ben trouvez-vous un groupe qui l'a déjà fait. Ça va juste être plus facile puis plus rapide. C'est un bon Et conseil. ben ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Là. Non. On l'a vraiment pris en note. OK. Et sur le bateau, il y a comme la crew mess qu'on appelle. C'est l'endroit où ce que tout l'équipage habite. Ils vont manger Ouais. ensemble et tout ça. C'est très restreint. J'imagine. Mais il y avait une certaine bibliothèque qui était là. Tu sais, souvent des crew members qui ont laissé des choses. Et OK. mon partenaire avait mis la main sur notre premier livre de business qui a fait vraiment un énorme changement pour nous, là, un changement de direction là, qui s'appelait Rich Dad, Poor Dad de Robert Je l'ai Kiyosaki. Père riche, père pauvre. Ouais. Tu sais, on s'entend, c'est la base Ah ouais. de... Le fameux cadran, hein? C'est quoi être le un fameux- entrepreneur? ouais. Est-ce que tu veux travailler pour l'argent ou que l'argent travaille pour toi? Là? Tu sais, des Exact. choses bien simples. Ouais. Alors, Excellent livre, d'ailleurs. avec les conseils de nos patrons et Ouais. tout ça, avec les livres qu'on a mis la main dessus, avec, tu sais, dans le fond, c'est beaucoup une histoire de mindset quand on se dit en pré-entrevue. L'important, c'est le endgame. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? C'est plus ou moins important. C'est vraiment la vision qui doit être claire.
Alors, on passe une première année sur un bateau où on fait toute la côte est américaine, on descend toutes les Caraïbes jusqu'au Venezuela. Et là, ce bateau-là se retrouve à faire le même parcours l'année suivante. OK. Alors, nous, on décide que non, on veut continuer à voyager. On prend nos sacs à dos et on s'en va en Europe appliquer sur un autre bateau qui va faire toute l'Europe puis toute l'Asie. Wow. Un autre yacht, là. Qui va nous avoir amené à faire à peu près 25 pays. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au départ, nous, on avait un objectif financier bien précis. On voulait ramasser 100 000 Ouais. C'est comme ça qu'on s'est dit, les gens vont nous prendre au sérieux, puis ça va être un bon départ avec pour pouvoir 100 000 se partir là, en affaires. on peut partir quelque chose avec un groupe, puis c'est ça, on n'arrive pas les mains vides. Là. Exactement. On n'est pas juste deux jeunes là, qui ont un rêve, là. On est sérieux. Là. Mais exactement. Ouais. Alors arrive cette fameuse journée-là où on a notre 100 000 puis il y avait plein de coïncidences qui faisaient qu'on sentait que c'était le temps de quitter les bateaux. On aurait pu passer notre vie, ces bateaux, c'est une vie extraordinaire. Là. Mais le désir de partir de notre entreprise était plus fort que tout. Et le bateau avait la possibilité peut-être d'aller aussi en Australie. Fait que c'était comme si on avait bouclé la boucle. Ouais. On avait les sous. Ça faisait assez longtemps qu'on était sur les bateaux. Puis là, l'itinéraire faisait qu'on a dit, on retourne au Québec. Ce qui a fait qu'on a remis les pieds au Québec vers 2006. Et là, on s'est mis à rechercher ce fameux groupe avec qui qu'on pourrait s'associer. Puis est-ce qu'à ce moment-là, c'était clair que c'était un restaurant ou vous étiez comme... vous donniez d'autres choix d'entreprise ou c'était vraiment... Non, nous, c'était un restaurant. On se trouve un groupe qui en a déjà parti puis c'est ça qu'on veut faire. C'était clair que c'était un restaurant. Ce qui revient à pourquoi ça a été un succès, probablement, c'est que la vision était claire. Ouais, c'est ça. Fait que c'était clair que c'était un restaurant. C'est sûr qu'on était un peu inexpérimentés. Alors, quand on a trouvé ce groupe-là, qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui ont dit oui, absolument, des jeunes crinqués comme vous autres qui ont ramassé de l'argent pendant 5 ans, on vous veut dans notre équipe. C'était de trouver c'était quoi le concept idéal. Ouais. Parce que quand on est revenu au Québec en 2007-2008, là, on était en pleine crise économique. Là. C'est clair. 2006, c'était vraiment une récession. C'est pire que c'était pire que maintenant. Là. Exactement. C'est clair. Fait que c'est sûr que famille et amis nous trouvaient un peu fous de vouloir prendre tout cet argent-là puis de mettre ça dans un seul projet. Ouais. Mais il faut vraiment faire abstraction de ce que les autres pensent, de se faire contaminer par leur façon de voir les choses. Oui, puis même si c'est des proches, comme des parents, des sœurs, des frères, des amis proches, ils n'ont pas la même vision que toi, tu as. Toi, tu l'as tellement, cette vision-là, mais ils peuvent tellement... Puis je pense pas qu'ils le font... Il y en a qui le font pour mal faire, mais il y en a qui le font vraiment parce qu'ils ont peur pour ton avenir. Ils sont comme, voyons donc. Puis c'est eux là, qui sont dans leur mindset c'est leur croyance. C'est leur croyance à eux. Exact. Fait que t'as été vraiment bonne de faire abstraction à ça, quand même assez jeune, puis de dire, non, on a une vision, puis on y va jusqu'au bout. Là. Mais tu sais, la jeunesse, ça a une grande qualité, c'est la naïveté. C'est vrai. Ça veut dire que souvent, quand on vieillit, on a accumulé des peurs, mais quand on est plus jeune, ces peurs-là sont moins présentes. T'as raison. Fait que je t'avance un peu dans le temps parce que je pense que sinon, on pourrait se parler pendant des heures. C'est clair. Ou ce que là, on regarde qu'est-ce qui est actuel dans la mode un peu de la restauration et la mode du sushi est un peu saturée. Et il y avait une succursale de Thaï Express qui avait ouvert à Place Sainte-Foy à Québec. Fait que pour rappeler à tes auditeurs que je suis native de Québec. Oui. Et on voyait qu'il y avait vraiment un succès, là, malgré l'incertitude économique. Il y avait un line-up, là, il y avait des gens qui attendaient. Oui, puis c'était pas, corrige-moi si je me trompe, mais tout ce qui était la bouffe asiatique, les thaïs puis tout ça, à part les sushis, là, il n'y avait pas grand... Tu sais, c'était pas encore... Ça n'avait pas pris son envol comme celui-là aujourd'hui, là. Il y avait beaucoup de commerce familial, mais il n'y avait pas vraiment de bannière en tant que tel. Alors, nous, on s'est dit, on va approcher le groupe MTY qui sont propriétaires de Thaï Express, puis on va essayer de négocier avec eux. Et nous, on était tellement excités qu'on avait déjà mis la main sur notre premier local et on avait signé un bail. Ah oui? OK. Wow, OK. Parce qu'on savait que... Sans avoir de bannière, sans avoir de en fait, tu n'avais pas besoin de concept parce que tu allais prendre leur concept à eux, mais déjà le bail puis tout, là. Stratégiquement, l'emplacement qui se libérait était quand même très intéressant, puis on ne voulait pas qu'il glisse entre les mains de quelqu'un d'autre. On était assez convaincus aussi qu'on allait réussir à avoir un deal avec eux autres, mais après quelques mois de négociations, ça ne s'est pas passé. On avait notre vision, il y avait la leur, fait que ça s'est terminé avec un breaking deal avec eux. Et... moi, à cette époque-là, je suis une jeune entrepreneur. Fait que
très dans mes émotions. Là. Moi, là, c'était comme si mes parents étaient morts là, quand on s'est fait dire il n'y a pas de deal. Je remercie les gens qui m'entouraient dans ce temps-là, les partenaires qui m'ont dit non, on se relève les manches là, puis on fonce, puis on va faire notre propre concept. Puis les gens me demandent aussi pourquoi tu as fait du taille. Ben, on était un peu limité. On avait déjà signé un bail pour un taille. Il fallait vraiment que tu lances un taille. Là. Exact. Okay. Fait qu'on a monté le menu, les recettes, les plans d'architecture. On a tout monté la structure pour ouvrir notre premier restaurant en octobre 2007. Faut croire que la population nous attendait parce que la première journée qu'on a ouvert les portes, là, ça allait être un tu le succès. racontes dans le livre, là, c'était une file sur le trottoir là, qui attendait. Oui, ça a été vraiment un succès incroyable, rapide. Et moi, à cette époque-là, j'ai jamais été patronne vraiment. Là. J'ai mes premiers employés, j'en ai une trentaine à ma charge et j'ai absolument pas le contrôle de mon équipe. C'est le chaos. T'es toute seule à tout gérer ça ou parce que tu parles d'un groupe depuis tantôt, mais souvent c'est des investisseurs, c'est pas nécessairement, ils seront pas nécessairement actifs. Au niveau de la gestion de l'entreprise. Fait que tu étais toute seule ou ton chum à l'époque? J'étais avec moi et mon conjoint. Ton conjoint à l'époque on s'était départis un peu les départements. Lui, il s'occupait plus de la cuisine. Moi, le reste staff, de l'administration et tout ça. Et je me ramasse les premières journées là, que j'en pleure ma vie. C'est trop gros. Ça va trop vite. Un boom trop vite. Là. Ouais, parce que à ce moment-là, la première journée de l'ouverture, après l'heure du dîner, il faut fermer les portes. Plus de stock. On n'a plus de bouffe. Wow! C'est la folie. Wow. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand tout ça, la panique, la première journée, oh my God, qu'est-ce qu'on a fait? Ou comme, on est en train de se planter? Puis comme, tu sais, est-ce que tu avais quand même ramassé 100 000 $, que là, tu un peu mettre comme toutes ces œufs dans le même panier parce que toi, tu croyais au panier. Là. Puis là, boum, ça arrive de même. C'était quoi ta réaction sur le coup? Ben, t'as comme pas le temps d'y penser. T'es tout le temps en mode survie. Fait qu'il faut que tu te rendes au souper le lendemain, puis and so on. Fait que tu prends des décisions rapidement, puis c'est là que tu n'as pas place au regret ou quoi que ce soit. Non. Mais il faut comprendre, j'ai eu quand même des moments où je dis souvent à la blague, là, si la soupe taille goûtait salée dans ce temps-là, c'est parce que je pleurais dedans. Tu pleurais dedans. Oui, c'est ça. Ah, puis c'est le soir en venant chez toi, puis là, tu as des nuits courtes parce que ta barouette, tu rushes comme une malade. Ouais. Exactement. Et là, un de mes associés vient me voir parce que je dis, je capote, j'ai pas le contrôle sur mes employés, puis il me tend un 3e livre qui était marquant aussi pour moi, qui s'appelait How to Make Friends and Influence People de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Et ça aussi, c'est comme 3 livres pour moi là, qui ont fait une grosse différence dans ton parcours. C'est là que j'ai compris comment travailler avec l'humain. Ouais. C'est quoi un ego? Ouais. Comment dealer avec l'ego? Exactement. Okay. Puis finalement, ça a complètement changé ma vie. Et Tyson a pris le rythme normal quand même assez rapidement. Et il faut comprendre aussi que moi, je travaillais les soirs et les fins de semaine dans un bar pour être capable... En plus, là. Pour être capable de ne pas toucher à ma mise de fonds, puis d'être capable de payer ma maison, puis mon loyer, puis tout ça. Wow. Fait que, tu sais, c'est quand on parle que c'est des sacrifices, là. C'est des gros sacrifices. Ouais, je travaillais plus de 100 heures semaine. Fait que ça a été des années quand même assez Puis à cette époque-là, tu n'avais pas encore ta fille, right? Non. C'est plus tard, ça. Ce qui m'amène, dans le fond, à ce que quelques mois plus tard, après l'ouverture, on sent qu'il y a un intérêt pour peut-être un jour devenir un franchiseur. Fait que les gens viennent nous voir. Ah, wow, c'est donc bien beau, c'est une franchise. Je pense que ça vient des États-Unis. C'est qui le franchiseur? Et là, moi, à cette époque-là, j'étais en arrière du comptoir, je sens le taille, j'ai un tablier, une casquette, je fais tout. J'ai de la misère un peu à déléguer. Je commence à faire confiance à mon monde et je regroupe notre groupe d'associés puis je leur dis, OK, je pense qu'il y aurait peut-être de l'intérêt pour devenir, nous autres aussi, à notre tour, une franchise. Exact. Bon flash. Exact. Moi, dans ce temps-là, j'écoutais des livres audio chez moi. J'avais Harv Eker, je sais pas si tu connais, qui disait « Do you want to be a franchisor? You want to be a franchisee? » Oh, il craquait de même. Oh, oui, puis j'avais compris aussi que pour devenir, avoir du succès, être franchiseur, c'était quand même la bonne option. Ouais.
Je te rewind ça rapidement pour arriver au jour où finalement, je me retire des opérations. On monte tout ce qui va devenir la structure du franchiseur. Alors, le manuel d'opération, le contrat de franchise. C'est beaucoup de travail à faire ça. Oui, c'est ça. Puis là, il faut retirer le fait qu'on fait toutes nos sauces sur place pour aller en usine fédérale et qu'on prie pour que des gens croient en nous parce qu'on n'en a qu'une succursale. Ouais. Et là, il y a des gens qui nous font confiance puis nous disent « OK, si vous venez d'une franchise, on va vous fournir à grande échelle. » Et un an plus tard, on ouvre nos 2 premières succursales pratiquement simultanément. OK. Wow. Ouais. Puis tu sais, tout ça de partir avec... Tu sais, il y a une chose... C'est une chose déjà incroyable et immense, partir un resto. Même si c'est une franchise, parce que des fois, tu achètes une franchise, tu as des normes, des concepts qui viennent déjà, qui ont été testés, mais là, toi, tu partais ton affaire à toi. Puis en plus, c'est une autre chose d'amener ça à des franchises. T'avais-tu été accompagné là-dedans ou tu es parti avec toi et ton conjoint puis tu as dit, OK, on va faire ça à notre manière, partir des franchises ou tu avais fait affaire... On l'a fait beaucoup par essai-erreur. Okay. On a fait des erreurs. Puis, tu sais, j'ai pas la prétention que j'ai tout fait ça tout seul. Oui, j'avais mon conjoint de l'époque, puis oui, j'avais mes associés qui étaient avec moi. De m'associer avec eux, c'est qu'il y avait accès à des fournisseurs, à des professionnels, à tout ça. Mais beaucoup de la structure de l'entreprise, on le fait de zéro. Là. Quand je dis qu'on fait des erreurs, tu sais, je me rappelle la première journée, je me suis fait commander un rouleau impériaux pour sortir. J'avais pas pensé que ça prenait un petit sac, là, tu sais. Fait que j'ai pris un assiette de styrofoam, je l'ai mis avec du saran wrap, puis j'ai mis ça dans le sac. Wow. Puis là, j'ai appelé mon fournisseur en arrière, puis j'ai dit, là, faut que tu m'amènes des sacs, là, parce que, tu sais, fait que je crois que on a persévéré et nos clients nous ont accueillis dans les erreurs qu'on a faites au début. Mais c'est ça, on n'avait pas personne qui avait déjà été propriétaire d'une franchise dans l'équipe. Le fameux système D. Tu te débrouilles. Débrouillardise. Mais tu sais, je dis souvent que je suis une self-made entrepreneur. Ouais. Tout ce que je fais en ce moment, je suis en immobilier et puis j'ai tout appris sur le tas. Là. J'étais clairement pas faite pour le système scolaire. Puis de l'apprendre par moi-même, ça a été ma voie à moi. C'est pour ça que mes conférences s'appellent Le pouvoir du why not. Puis je vais beaucoup dans les écoles. Je fais des classes de secondaire 5, tu sais, de gens qui sont assis sur la chaise que j'étais assis en secondaire 5, qui se sont dit « Hey, moi, je fais quoi? Je suis insécure. Tu sais, mes parents me poussent vers l'université. Je sais pas. » Parce que, tu sais, chaque façon de faire est différente. Puis souvent, les entrepreneurs vont être un peu autodidactes. Souvent. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui... L'école, c'est difficile, puis qui ont l'impression, eux autres aussi, que c'est peut-être pas le parcours pour eux, puis ils se sentent pas vraiment à leur place dans cet environnement-là? Bien, ce que je leur dis souvent, c'est que à quelque part, là, dans leur vie, ils ont une passion. C'est quoi? Ça, c'est à eux de le trouver. Mais si cette passion-là peut être un moteur, puis ça peut être de la musique, ça peut être du sport, ça peut être n'importe quoi. Puis si ça, c'est assez fort, ça peut amener à une aussi belle réussite, puis ça peut être aussi payant aussi. Tu sais, souvent, on va associer argent à diplôme, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis si on lit des biographies d'entrepreneurs, la plupart ont juste un secondaire 5. Oui, effectivement. Ouais. Même qu'il y en a qui n'en ont pas. Mais il y en a aussi qui ont fait des études, puis que, bon, ça Moi, je suis totalement pour l'éducation. Puis, tu sais, c'est drôle parce que... Mais l'éducation par soi-même aussi, je trouve qu'il faut la considérer. Tu sais, être autodidacte, d'aller se former, autre que dans les institutions plus officielles, gouvernementales. On le voit, là, hein, depuis la pandémie aussi, ça a explosé, le e-learning en ligne, puis tout ça. Puis je pense qu'il faut avoir une grosse discussion autour de comment on enseigne puis qu'on éduque nos jeunes maintenant pour un peu mixer les bienfaits de l'enseignement autodidacte, le e-learning partout sur le web et les institutions un peu plus conventionnelles de ça, parce que là, on dirait qu'il y a comme un petit... en tout cas, moi, pour être là-dedans un peu, parce que mes deux filles sont au secondaire, puis c'est pas toujours facile, puis on dirait que le système, puis là, je veux pas parler du système scolaire, c'est pas ça le but pantoute, mais on dirait que ça manque un peu d'ouverture d'esprit, puis je pense qu'il y aurait besoin d'avoir des discussions entre des gens qui sont plus école conventionnelle et des entrepreneurs qui ont très bien réussi, mais que ça a été plus de l'enseignement autodidacte,
puis comment on peut travailler ensemble. Parce que toi, carrément, l'école, c'était pas ton chemin, là. Ben, Ton chemin d'exception, toi, ça a été mal l'apprendre à la dure, je vais m'auto-former, je veux faire du essai-erreur, je vais apprendre aussi de mes erreurs parce que je pense que pour arriver où ce que tu en es puis avoir réussi ce que tu as réussi, c'est sûr que tu n'as pas refait souvent les mêmes erreurs. Tu as dû apprendre un peu, là. J'apprends assez vite, de tes erreurs. Tu as dû apprendre un peu vite, là. Tu parles dans ton livre, à un moment donné, tu appelles ça, toi, le ressenti. Oui. Tu parles c'est peut-être dans ton livre ou ailleurs, mais en tout cas, j'ai vu ça quelque part. Oui. Tu parles d'intuition beaucoup, d'écouter son intuition, le ressenti, d'écouter sa petite voix intérieure. C'est quand même un concept qui est abstrait pour certaines personnes. Fait que j'aimerais ça que tu me dises, toi, comment tu vois ça, le ressenti, l'intuition, puis comment tu t'en sers? OK. Ben écoute, c'est drôle parce que c'est quelque chose que je vais plus loin dans mon deuxième livre que Intéressant. je suis en train d'écrire et que j'ai amené mon partenaire d'affaires actuel à travailler. Je veux juste faire une mise en contexte là, parce qu'on est passé de Tyson à aujourd'hui. Là. Moi, je crois sincèrement qu'une femme dans un monde d'affaires a cette capacité-là naturelle d'avoir un sixième sens ou une intuition, qu'elle va être capable de travailler aussi avec les vibes des gens, les feelings. Puis je pense que c'est pas super valorisé, ça, dans le monde des affaires, qui est très cartésien. C'est vrai. Moi, c'est un outil qui m'a servi et qui me sert d'autant plus aujourd'hui parce que je suis accompagnée de quelqu'un qui me laisse libre cours à cette espèce d'intuition-là. Je m'explique. Moi, je viens d'un monde où j'étais la seule femme associée dans un groupe d'hommes. On était 7. Okay. Et à travers tout ça, ben, j'ai ouvert d'autres restaurants. Puis, overall, j'étais pas mal la seule fille de la gang. Et ce que j'ai appris dans ces temps-là, c'était, Marie, tes émotions, on met ça de côté. Reste de glace et agis avec ta tête. Puis, c'est correct parce que c'est la façon alpha de gérer les choses. C'est vrai que c'est très homme, c'est très alpha. Puis là, toi, j'imagine que tu as été pas tout à fait d'accord avec ça, que tu as amené ton petit côté plus intuition, émotion. J'ai pas eu le choix de me mouler à ça. Parce que si je voulais perdurer dans le temps avec ce groupe-là, c'est la position que j'ai adoptée. Alors moi, Marie-Christine, j'ai un côté alpha très fort. Très fort parce que je l'ai appris à la dure, puis je le maîtrise très bien. Maintenant, on peut pas effacer le côté que j'ai qui est plus féminin, qui est plus intuitif, il est là. Fait que, tu sais, le yin et le yang, là, c'est ça que j'essaie de travailler aujourd'hui. Et quand on est en affaires ou en couple avec quelqu'un, il y a toujours le côté masculin ou féminin. Et chaque partie de l'équation porte un côté alpha où l'homme aussi peut avoir un côté féminin. Ah, tout à fait. Bon, on a tous un. Et quand tout ça, c'est bien balancé, ça fait une magie extraordinaire. C'est là que la magie opère. Et tout ça vient, tu sais, quand je dis que je suis une autodidacte, je suis aussi une autodidacte de développement personnel incroyable. Je veux utiliser un anglicisme, là, mais je binge du développement personnel parce que je trouve que pour être performant dans la société, si tu es capable d'être performant en tant qu'être humain, c'est encore mieux que des connaissances de chiffres. Et totalement. un moment 100% d'accord avec toi là-dessus. Et puis, il faut qu'on mette beaucoup plus encore. Ça a beaucoup évolué, mais il faut mettre encore plus de place au savoir-être avant. Tu sais, ça a toujours été une game de savoir-faire depuis des années. Puis là, le savoir-être a comme embarqué un peu plus. Là, puis le développement personnel, il a vraiment bougé beaucoup des dernières années. Puis là, le monde commence à comprendre, comme tu viens de dire, tu sais, faut se développer soi-même, nos capacités en tant qu'humain. En même temps, sinon plus que nos capacités, nos compétences puis nos connaissances. Là. Tu viens de dire quelque chose de très puissant. Le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Et l'intuition, c'est être, c'est pas faire. C'est vraiment 100% qu'est-ce qui se passe là en ce moment. Et bon, ce qui m'a amené à aller étudier la puissance du cœur.
parce que un moment donné, je suis tombée sur quelque chose qui disait qu'on a 2 cerveaux. Ouais. On a notre cerveau ici, là, qui est très cartésien, qui est rationnel, puis on a lui qui possède pratiquement la même quantité de neurones, et lui, c'est toujours lui qui a la bonne réponse. Fait que quand on rencontre quelqu'un, là, puis qu'on a un mauvais feeling, là, ben c'est souvent lui qui va le capter, puis lui, après ça, il va le rationaliser. Ah ben non, tu t'en fais pour rien, rentre pas dans tes croyances ici et ça. Et là, on oublie qu'est-ce que lui a eu comme réponse. Parce que le cœur, c'est que du magnétisme. C'est vrai. Alors, ça, là, quand je me suis mis à étudier ça, puis à le faire comprendre à mon partner, ça a complètement changé notre entreprise. À cette heure, il me dit, « Hey Marie, sais-tu quoi, celui-là, je le sens pas. » Je veux dire, on recule de là 3 ans, là, on parlait pas... Il aurait jamais dit ça avant. Non, c'est exactement ça. On parlait pas de ce vocabulaire-là. Puis, il écoute ces vibes-là. Et on dit aussi que le cœur a un rayon d'à peu près 3 mètres. OK. Puis ça, c'est ce qu'ils sont capables de calculer. C'est probablement plus large que ça. Ouais. Puis tu sais, ça, là, c'est la même chose avec les enfants. Tu sais, les enfants, là, quand ils sont bien petits, eux autres, ils vibrent juste avec ce cerveau-là. Lui, il n'est pas encore fonctionnel à 100%. Ouais. Puis là, grand-maman, elle arrive, là, puis elle veut donner un gros bec mouillé, puis ils veulent pas. Puis nous, en tant qu'adultes, on va leur dire, « Ben voyons, faut que tu sois gentil avec grand-maman. » Ouais, mais elle, son cœur, il n'était pas disponible. Mais là, on la conditionne à... Ben non, faut que tu l'acceptes, ce bec-là, même si tu le veux pas. Mm-hmm. Bref, je pourrais en parler. On pourrait faire un podcast là-dessus. Juste là-dessus. Mais l'intuition, d'habitude, là, si j'y vais avec ça, je me trompe rarement. Puis toi, tu as évidemment appris à, écouter ton intuition, mais aussi, tu sais, c'est parce que souvent avec l'intuition, puis je le vois, c'est des fois les gens vont me dire ça, tu sais, ah ben ma petite voix me disait ça, mon intuition me disait ça, mais c'est pas ce que j'ai fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre entendre, écouter, ressentir. Tu parles des ressentis, j'aime ça quand tu dis le ressenti. C'est encore plus fort qu'une intuition. Tu ressens que c'est ça que tu devrais prendre comme décision, mais ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de se faire confiance, d'écouter cette intuition-là et de la suivre. C'est là que des fois, des gens accrochent un peu. Ils se font... Ils savent dire « Ah, j'aurais donc... » Tu sais, je savais que j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû passer à l'action dans ça. Mais Colin, j'ai pas écouté. Je me suis pas écouté. Hein, souvent, c'est ça qu'on entend. Je me suis pas écouté. Fait que toi, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Ou qu'est-ce que toi, tu fais pour dire « Non, moi, je l'entends, je l'écoute, puis I own it, là, tu sais, comme j'y vais, là, je l'incarne, là, mon intuition, puis je passe à l'action, ou je prends une décision en fonction de mon intuition. » Bien, tu sais, ça, c'est toute une pratique de conscience de soi. Tu sais, si tu es capable de prendre le pouls de ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réacquérir. Je pense qu'on est avec ce don-là, mais qu'avec le temps, on le met de côté. Moi, j'utilise beaucoup la méditation. La méditation, pour moi, c'est d'arrêter le petit hamster qui est là pour déposer, la petite boule de Noël, là, déposer les petits flocons dans le fond, puis d'être capable de voir clair. Moi, j'aime l'analogie de la petite boule de Noël. Là, c'est vrai qu'une fois que tu es redescendu, c'est là que tes vraies réponses... Tu as vraiment accès à ton subconscient. Je suis une fan finie de Joe Dispenza là, qui le verbalise d'une façon tellement claire comment qu'on a du pouvoir sur soi avec la méditation, d'être capable d'avoir accès à cette pureté-là que l'on est, parce que sinon, on est toujours en train de se raconter des histoires, en train d'être dans un stress. Et on le sait, le cerveau, c'est neuroplastique, là. Fait que souvent, on a créé des chemins dans notre cerveau qui nous ramènent toujours à des patterns destructifs ou négatifs et tout ça. Et on peut rien faire, c'est là. Tu sais, on dit que le cerveau, jusqu'à l'âge de 25 ans, il est encore dans sa neuroplasticité. Et que rendu après 25 ans, c'est qu'une cassette qui vire. C'est fou, hein? Qui nous ramène toujours à ça. Hein? Fait que ça nous ramène, tu sais, quand les gens ils disent « Ah, je suis pris dans un pattern », c'est exactement ça. Ouais. Ils refont le chemin totalement. Et je vais te laisser l'expliquer. Mais dans le fond, comment on crée des nouveaux chemins. Oui, c'est ça. Il faut carrément reconstruire ces chemins neuronaux-là. Et le seul moyen de le faire, c'est par la méditation. OK. Parce que quand notre cerveau est agité,
ça sert à rien. On roule dans cette cassette-là. Puis quand on arrive à être au point zéro, il dit d'être nobody, d'être personne, nowhere in no time, on devient personne, carrément, dans notre tête. C'est là qu'on est capable d'aller reconstruire. Mais là, tu sais, ça prend du temps souvent. Oui, ça se fait pas en une petite méditation d'une demi-heure, là. Non. Il y a du travail à faire là-dessus, c'est sûr. Ta nouvelle conférence, je pense que c'est ta première, si je me trompe? Oui. OK. Fait que ta conférence s'appelle « Le pouvoir du Why Not ». Ouais. OK. Why not? J'adore ça. Tu parles aussi de comment tu as réussi à vaincre tes peurs puis que tu étais capable de foncer dans la vie puis de changer carrément le cours de ta vie. Comment concrètement tu as réussi à te mettre en action pour atteindre tes objectifs puis surmonter tes obstacles puis comme la créer cette vie-là, façonner ta vie pour qu'elle te ressemble selon tes valeurs, selon tes rêves, selon tes goûts? Parce qu'il y a tellement de choses dans notre environnement extérieur, des fois, qui nous amènent vers d'autres chemins. Comment, tu sais, c'était quoi? Avais-tu une technique? C'est-tu quelqu'un qui t'écrivait des objectifs, puis OK, à chaque mois, il faut que je fasse ça? Tu sais, c'était quoi un peu ta formule du succès, si on veut, pour être capable d'avoir la force de surmonter tes peurs puis d'aller à la conquête de tes objectifs puis de tes rêves? Bien, en fait, moi, je me suis toujours dit que quand je suis dans une situation inconfortable, c'est là que j'évolue. Fait que c'est pas le fun d'être dans une situation inconfortable, mais c'est temporaire. Exact. C'est le temps de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et quand tu as atteint ce certain confort-là, c'est de rechercher quel autre niveau on peut atteindre. C'est sûr que l'être humain, son réflexe naturel, c'est de vouloir rester dans cette zone de confort-là. Tout à fait. Mais, tu sais, notre cerveau, là, quand il est dans cette zone d'inconfort-là, c'est un sentiment qui ressort et c'est la peur. Parce qu'on sait, il y a deux grandes énergies qui gèrent la planète, c'est la peur ou l'amour. Ouais. Entre les deux, ce n'est que des sous-catégories. Des subtilités ou des sous-catégories, exemple de l'amour ou de la peur. Exactement. C'est vrai. Alors, notre cerveau, là, de primitif, parce qu'on vient du temps où on n'avait pas des belles maisons et des belles voitures, qu'il y avait des dangers potentiels. Il y avait des lions, des mammouths qui couraient après nous autres. Puis quand que ce tigre-là arrivait, ben notre corps était bien fait pour qu'on ait l'adrénaline pour pouvoir partir et courir. Se sauver, puis avoir peur, fait qu'on se sauve, puis on se protège. Oui. C'est qu'en ce moment, dans notre société, nos stress sont générés par des stress financiers, une pandémie, une incertitude de quoi que ce soit. Puis ces peurs-là génèrent un stress dans le corps qui est dommageable et qui fait ces circuits neuronaux qu'on a parlé tout à l'heure. Puis quand tu es conscient de tout ce que je viens de t'expliquer là, quand tu es conscient que, OK, moi, j'ai plus de pouvoir que je pensais sur moi-même, qui revient au pouvoir du subconscient, c'est là que tu sens, que tu comprends que tu as plus de pouvoir sur toi que tu pensais. Mais moi, j'ai une question pour toi là-dessus, puis tu as tout à fait raison, je suis 100% d'accord avec toi, mais on l'entend beaucoup, ça. Plusieurs experts en parlent, plusieurs conférenciers en parlent. Moi aussi, j'en parle parce que c'est une réalité, c'est un fait, c'est ça qui fonctionne, c'est comme ça qu'on change nos réalités, nos habitudes et tout ça. Mais pourquoi? C'est comme si tout le monde le sait, mais personne ne le fait. T'sais, c'est comme si tout le monde en est conscient, là, mais c'est pas grave, on entend, mais on y croit pas vraiment, puis que le monde, il reste dans leur pattern, puis il reste dans leur peur, puis ils surmontent pas leur peur, leur limitation, ils sortent pas de leur zone de confort, puis pourtant, on entend tabarouette, me semble, à moins que ce soit juste moi qui est dans ma bulle, là, puis que moi, je l'entends tout le temps, parce que je suis là-dedans, me semble que on dirait que le message passe pas. T'as-tu cette impression-là ou c'est juste moi qui ai ce feeling-là, cette impression-là? Bien, je pense que y a quand même un chiffre planétaire qui se fait en ce moment. Il y a un éveil de conscience collectif qui se fait, ça, c'est clair. Bien sûr, rien ne change pas en une journée. La raison pourquoi moi, je m'expose comme ça publiquement, que je fais des conférences, c'est que moi, je l'ai fait et ça a fonctionné. Tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'ont pas de preuves à
À l'appui. À l'appui, exactement. Ouais. Moi, je mise beaucoup aussi sur la jeunesse. Puis, tu sais, le pourquoi j'ai écrit un livre, puis le pourquoi je fais des conférences, c'est vraiment venu de quand je suis tombée enceinte de ma fille. Okay. Et de là que, tu sais, je t'écoutais parler tantôt sur mon livre, j'ai complètement adressé mon livre à ma fille. Ouais. Moi, c'est à elle que je parle. Je te l'ai dit en début, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Là. Quel bel héritage que tu laisses à ta fille. Puis, c'est un petit challenge pour moi là, de me remettre à l'écriture, mais je vais commencer moi aussi, puis je veux vraiment Là, il faut que j'arrête de le dire, il faut que je le fasse. Ouais. Je me dis, la première raison pour laquelle je veux faire un livre, c'est que je trouve que c'est un beau legs, c'est un bel héritage à laisser, oui, à tes enfants, mais aussi à l'humanité, à tout le monde, tu sais, qui va tomber dessus. Mais que toi, tu le fasses vraiment directement, j'ai trouvé l'idée vraiment bonne et ça se peut que je laisse des petites notes, moi aussi, dans mon livre pour mes enfants. J'ai trouvé tellement l'idée géniale. Fait que bravo pour ça. Puis tu t'en allais quelque part avec ça. Dans le fond, ma fille, elle a 8 ans en ce moment. Fait que je suis dans sa neuroplasticité. Moi, totalement. En tant que... L'as-tu lu? Elle est trop jeune. Encore, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais moi, en tant qu'adulte, à ses côtés, parce que moi, mon devoir de maman, c'est de l'accompagner là-dedans, c'est de lui montrer par mon exemple, parce que je dis souvent que les enfants, ils n'entendent pas. Ils imitent. Ah oui, c'est vrai. Fait que si maman, elle passe par-dessus ses barrières, maman, elle prend la parole, maman, elle écrit un livre, maman, elle ramasse des sous pour les gens qui en ont besoin. Pour moi, c'est ça mon leg. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Et si je le fais pour elle, c'est que elle, ça va être la chaîne qui va suivre pour une autre génération. Exactement. Puis elle va continuer à montrer l'exemple aussi à sa façon à elle, mais ouais, c'est vrai que c'est un leg, c'est un gros leg, c'est un beau leg. Oui, fait que c'est pour revenir un peu sur ta question, peut-être qu'il y a des gens qui bougent pas, mais c'est pas ça l'important. Tu sais, moi, dans mon livre, la première phrase que je dis, c'est si j'ai pu changer inspirer une personne, moi, c'est mission accomplie, là. Ouais, c'est clair. S'il y a une personne que vraiment, ça l'a touché. Ouais, je dis la même chose. Moi, quand je vais en conférence, c'est ça. S'il y a une personne dans la place, juste une, parce que tu connais sûrement Tony Robbins, qui est un grand maître, un grand monsieur du développement personnel et business aussi. Puis il avait dit à un moment donné dans une de ses conférences qui m'avait marqué, on change le monde un humain à la fois. Exact. Fait que s'il peut y avoir juste une personne quand tu t'adresses, que ce soit un podcast comme aujourd'hui, que ce soit une conférence, que ce soit un livre, que ce soit un programme d'accompagnement ou de coaching, ou peu importe, si tu changes une chose chez un humain à chaque fois, ça fait des petits, comme on dit. Puis moi, c'est le concept humain d'exception. C'est à la base, le noyau d'humain d'exception, c'est créons des humains d'exception pour que eux autres aussi créent des humains d'exception à leur tour. Puis c'est comme ça que moi, j'ose croire qu'on change le monde. Ben oui. Fait que ça commence avec nos enfants. Ça commence avec nos enfants, puis après ça, le monde autour de nous. Et après, si on a le goût de le faire, puis de se mettre à l'avant-plan. Parce que, tu sais, tu fais des conférences, tu sais que, tu sais, c'est un art. Puis on met nos tripes là, sur la table. On raconte, tu racontes des choses très personnelles dans ton livre, sûrement dans ta conférence. Tu as fait un documentaire aussi il n'y a pas longtemps que tu m'as envoyé, que j'ai vu, qui est je sais que c'est Power Couple, mais c'est-tu la force du Power Couple, le pouvoir du Power Couple ou... En fait, on appelle ça le couple parfaitement imparfait. Dans le fond, on se met en toute humilité à nu sur comment on se soutient en tant que couple, partenaire d'affaires et famille. Fait que c'est ça que nous, on avait le goût de partager dans ce documentaire-là. Puis j'invite les gens à aller le voir, qui est disponible sur les plateformes. Vraiment. Il est sur toutes tes plateformes, je pense, exactement. Facebook, Instagram, partout, parce que vous livrez là, beaucoup là-dedans. Puis il y a un bout là-dedans qui se passe à un moment donné, puis on peut peut-être parler de cette période-là si tu es à l'aise. Avec plaisir. C'est ton conjoint aujourd'hui. Rappelle-moi son nom. Marc. On le salue. Oui, on le salue. Salut, Marc. Puis, tu t'es en train de raconter, ou vous êtes en train de raconter la période sombre que tu as eue, tu sais, avec l'alcool et tout ça, ta dépendance. Tu sais, la chaîne a débarqué, comme on dit. Oui. Puis, à un moment donné, puis je ne l'ai pas compris sur le coup. Il a fallu que j'ai vraiment compris ce que j'ai compris et j'ai reculé pour bien comprendre.
Puis même, je m'en étais même pas aperçu, mais dans le documentaire, ils font le rewind eux autres mêmes pour être sûr qu'on a bien compris. Je l'ai comme fait 2 fois. Il dit, moi, Marie-Christine, je l'ai décroché. Puis là, moi, je suis comme, qu'est-ce que vous dites, il l'a décroché? L'aider à décrocher de l'alcool, genre, tu sais, c'est ça, comme ça qu'on a compris au début. Et là, je le recule, puis là, il dit, là, ils refont la part. Il dit, non, je l'ai décroché d'une corde, là, c'est ça qu'il voulait dire. Là. Fait que t'en étais rendu là, à cette période-là. Oui, bien, il faut comprendre. Peux-tu nous mettre en contexte un peu qu'est-ce qui était arrivé? Je pense que ça vaut la peine parce que, tu sais, c'est beau, Marie-Christine a fait de l'argent, Marie-Christine a l'air de tout avoir compris dans la vie et tout ça, mais la vie m'a donné une certaine génétique au niveau de l'alcoolisme. Tu sais, je le cache pas, là, j'ai eu des grands-parents alcooliques, j'en ai beaucoup dans ma famille. T'en avais dans ta famille. Je viens du lac Saint-Jean, tu sais, c'est comme du sang de bleuet, c'est festif. Et j'aime ça d'en parler de la maladie de l'alcoolisme pour déstigmatiser c'est quoi. Oui, parce qu'on pense tout le temps que c'est un pas bon qui vit dans un banc de parc qui n'a pas de volonté. Puis s'il y a bien quelqu'un qui a de la volonté, c'est moi. Ouais. C'est même pas une question de volonté, quelqu'un qui est pris dans... Puis tu l'as dit tellement bien, c'est une maladie. Ouais. Mais on le voit pas encore assez comme étant une maladie. Mais maintenant, c'est un peu quand plus, même... là, un peu plus, mais quand ça a été même. reconnu par le DSM-5, Bon, le génial. dictionnaire des maladies mentales et tout ça. Et c'est une maladie qui est dégénérative. Ça veut dire qu'elle va s'installer à ton insu si tu le gène, puis qui va se développer avec le temps. Ça veut dire qu'à toutes les fois que tu prends de l'alcool, ben elle continue de progresser. C'est une maladie qui est irréversible. Ça veut dire que il n'y a pas de médicament qui va faire que du jour au lendemain, tu n'es plus alcoolique. Là. C'est impossible. Et c'est une maladie qui est mortelle. Effectivement. Mortelle dans le fait que tu peux faire un overdose, tu peux faire un coma éthylique, tu peux prendre ton char et te tuer. Puis à un moment donné, tu peux tellement souffrir parce que tu veux que ça arrête que tu dis, ben moi, je vais arrêter ça là. Okay. Et moi, c'est là que je me suis rendue dans la pandémie parce que... Ah, c'était dans le temps de la pandémie? Oui. Okay. On avait une entreprise en immobilier qui était très, très florissante et que du jour au lendemain, avec l'incertitude économique, a complètement arrêté. Et ça a duré 2 ans. Mais tu sais, quand tu as eu des millions, puis que ton hypothèque est de temps, tes chars, c'est tant, le bateau dans la cour, puis tout, puis il n'y a plus rien qui rentre. Puis là, tu te dis, ça va durer combien de temps? Et que toi, tu es porteur de ce gène-là. Puis que tu l'as déjà, t'en as déjà pris soin, mais qui ne sera jamais guéri parce que c'est incurable. Oui, ça se guérit pas. Et que là, le premier jour que tu dis, OK, je vais essayer de l'engourdir un petit peu avec un peu d'alcool, et là, boum, ça repart en vrille. Ouais. C'est vraiment, là, Benoît, c'est comme si on nous attache un boulet à notre pied, là, l'alcoolisme, puis qu'on prend la clé, là, puis il n'y en a pas de clé. Il n'y a plus de clé. Tu peux plus l'enlever, le boulet. Là. Puis là, tu te promènes avec ce boulet-là, puis tu n'es plus capable de vivre avec l'alcool, puis tu n'es plus capable de vivre sans. Fait que là, tu te dis, hey, la planète va être mieux sans moi, là. Moi, en fait, je souffre trop. C'est ça, tu souffrais, mais c'est ça que tu te disais, ça rendu là, à un moment donné, si la planète va être mieux sans moi? Ben, tu sais, j'étais l'ombre de moi-même. Mes proches vont être mieux sans moi. Ou... Ben... C'était trop souffrant. La souffrance était trop grande. La souffrance était trop grande. OK, je comprends. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, souvent les gens me disent, Marie, comment tu as réussi à t'en sortir finalement? Qu'est-ce qui a fait que là, du jour au lendemain? Bien, tu sais, moi, mon côté combattante, mon côté guerrière, c'est lui qui m'empêchait de guérir. Parce que j'essayais de me battre contre la maladie. OK. Puis, qu'est-ce qui m'a sauvée? Oui, qu'est-ce qui t'a sauvée? C'est d'arrêter de me battre. Puis juste d'accepter la maladie. Ben, dans les alcooliques anonymes, ils disent que la première étape, c'est d'accepter. Là. Oh. C'est de lâcher les armes, d'arrêter de te battre, puis de tu sais, pour revenir un peu sur qu'est-ce que Joe Dispenza dit, là, dans ta tête, là, tu deviens no one, nowhere, no space. Là. Ouais. Ben, tu fais ça avec ta maladie, puis tu la laisses glisser, tu la laisses partir. Tu sais, c'est très abstrait, là. Tu sais, j'ai essayé de l'expliquer à mon conjoint, j'ai dit, c'est comme mourir. Tu sais, j'ai déjà fait presque un accident, là, à failli mourir, là. Je rentrais en vélo, là, dans un char à 120 km/h, puis la chance a fait que je suis pas morte, là. Le vélo a glissé, puis je m'en suis sortie. Mais je me rappelle les 4 secondes avant que ça l'impact, j'ai dit, c'est beau, je suis prête, je peux mourir. Ouais, hein? Wow. Genre, OK, c'est là. Ça vraiment, ça fait la même chose. Ce clic-là, OK, ça y est, c'est là, puis je suis prête.
Tu sais, c'est un genre de miracle. Là. Puis, tu sais, je veux pas vous amener dans mon monde ésotérique puis spirituel, là, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis, j'ai vraiment plus jamais eu soif. Wow. Et il y a vraiment quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, Marie, la vie nous envoie les épreuves qu'on est capable de surmonter. Ça, c'est vrai. Puis, pendant longtemps, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Moi qui a tout dans la vie, qui a de l'argent, qui paraît bien, qui a un enfant, puis tout. Pourquoi moi j'ai pigé ce numéro-là? Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement d'autres. J'adore. Cette force-là que j'ai, là, Bravo. fait que je suis morée de la marche des maisons Pellado. Oui, effectivement. J'ai ramassé 160... Ben, on a ramassé 175 000 $. Puis, répète-moi la cause, s'il te plaît. La marche de la sobriété des maisons Pellado. Fait que les gens, j'imagine, s'ils veulent contribuer à ça. Oui, bien là, la campagne est terminée pour cette année. Okay, l'année prochaine. Ça va aller à l'année prochaine. Wow. Et chaque dollar va pas pour réparer le toit de la maison de thérapie. Là. Non, c'est ça. Va pour aider celui-là qui a plus de scène, il a tout perdu, puis qui est même pas capable d'aller chercher de l'aide. Et là, à ce moment-là, quand on m'a demandé d'être la marraine de la marche, j'ai fait c'est ça. Alléluia. C'est fait que c'est pour ça que j'ai pas peur d'en parler, puis je veux en parler, parce que s'il y a quelqu'un qui souffre en silence, c'est une maladie qu'on souffre en silence. On veut donc bien pas que le monde le sache. Ça se passe donc juste avec nous autres, comme quand ça se passe, puis probablement pour plein d'autres dépendances aussi, ou maladie qui est plus, mettons, reliée à une substance ou une dépendance. Ben oui, c'est la honte. C'est la honte, c'est ça. Puis on avait cette conversation-là, justement, à un autre podcast avec Jean-Marie Lapointe, ben oui. Qui est passé par là aussi, puis il dit, c'est ça, là, tu sais, il dit, quelqu'un qui pogne le cancer, il n'y aura pas honte tant que ça, tu sais, de dire, puis il va en parler à ses proches, puis il va vouloir le soutien de ses proches, parce qu'il veut l'énergie de ses proches, mais quand c'est une maladie comme les drogues, l'alcoolisme, puis tout ça, c'est la honte. C'est la honte, puis c'est ça qu'il faut démystifier, puis c'est ça qu'il faut essayer de casser, que les gens qui vivent ça en ce moment, ce n'est pas une honte d'en parler. Ce n'est même pas une honte de le vivre. Je veux dire, c'est une maladie. Puis tu l'as même dit, des fois, ça peut être même génétique aussi, où elle les influence tout au long de ta vie. Bien, clairement, Jean-Marie, c'était génétique aussi. Oui, mais Jean-Marie, c'est ça, moi puis Jean-Marie, on est deux militants de la même cause. Puis, vraiment. Je lève mon chapeau, comme on dit, pour ça. Je pense vraiment que ça faisait partie de ma mission de vie, puis c'est pour ça que j'en parle publiquement, ouvertement. Et Benoît, il faut que je te confie que l'humilité, c'est une arme puissante. Trop souvent, là, surtout avec les réseaux sociaux, là, on se met des masques, tout va bien, tout est beau, des filtres. Mais d'être vrai, là, c'est payant. Puis ça paye. Mais c'est payant autant pour moi. C'est payant au niveau de tout ce que tu reçois de positif. Tu sais, ça te revient tellement. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, à chaque fois que... Tu sais, parce que tu tombes facilement dans ce piège-là de vouloir bien paraître. Surtout quand que tu t'exposes de façon publique parce que tu veux, que les gens entendent ton message, parce que tu dis plus qu'il va y avoir des gens qui vont m'entendre, bien plus je vais livrer ma mission qui est de faire un impact positif dans la vie des gens. Fait que tu es obligé de t'exposer. Puis là, c'est facile de tomber dans le tout va être beau, je veux bien paraître parce que je veux propager un message positif, blablabla. Puis honnêtement, moi, pour l'avoir vécu encore dans la dernière année, à chaque fois que je fais honneur à mon authenticité, à mon humilité, puis que je dis, c'est pas tout le temps beau, pas tout le temps le fun, puis là, encore là, je viens de vivre un bout de tough, puis ça m'a pris une couple de semaines de me relever, puis là, je prends un break, on fait plus de pause parce que ça me tente plus, puis si... Non seulement tu reçois du comeback des gens, c'est là que les silencieux, que tu penses qu'ils te suivent pas, puis tu dis, non, le monde aime-tu ce que je fais? Tu sais, ils apprécient-tu? Puis, mais les gens la regardent, hein? Les gens te voient aller, puis tout ça, mais ça veut pas dire qu'ils sont en commentaire ou de liker ou de partager tes affaires. Mais quand t'es le vrai, là, puis que tu te mets, là, t'es humble et t'es authentique, ben c'est vrai, c'est ces gens-là aussi, là, c'est eux qui reviennent, là, qui disent « Hey, bravo », puis « Hey, ça me fait penser à moi », « Hey, puis moi aussi, je vis la même affaire ». Fait que c'est payant dans le sens de la réciprocité et c'est payant aussi sur les prises de conscience que tu fais.
sur toi-même. Ah non, mais... Il faut juste être vrai. Exactement. Il faut juste être vrai, il faut juste être soi-même. Puis d'incarner son unicité, puis that's it, faire le mieux qu'on peut, puis être sincère avec les gens, puis Tellement. être humble, puis t'as ça toi aussi, t'as ça, tu sais, j'ai hâte d'aller voir ta conférence, je sais pas c'est où la prochaine fois que tu vas voir ta conférence, je vais me tenir au courant. Le 2 juillet. Là, le 2 juillet, t'es sur un panel avec, tu salueras mon ami Yann. La prochaine est à Paris. À Paris? Wow! C'est fun, ça! Oh. Un petit voyage. Oh, un petit voyage à Paris. Super. Écoute, Colin, je te parlerai pendant des heures, mon Dieu. T'as-tu encore un peu de temps? T'as-tu un petit 10 minutes? Moi, je suis partie de Québec. C'est ça. Excellent. Écoute, on va le prendre, le temps. J'ai encore du temps, moi aussi, avant écoute, j'ai tellement d'affaires à te parler, là, c'est fou. Écoute, j'ai envie de te demander... je veux qu'on revienne rapidement sur toute l'aventure Tizone, OK? La vente, surtout. Il y a un passage dans... j'ai-tu noté j'ai noté la page? En tout cas, à un moment donné, là, tu dis la journée, là, tu sais, c'est le jour... c'est quoi? Le jour... Non, c'est pas le jour où je me suis choisi. La journée de ta signature, en fait. Oui. Bon, je me souviens plus comment tu l'as appelé, une transaction mémorable ou le jour J, whatever. Oui. C'est la journée que là, t'es dans les bureaux avec tous les avocats, toute la patente, il y a du papier partout. C'est incroyable. C'est la journée où est-ce que tu signes ton méga deal. Oui. On va se le dire, c'est un home run. Là. C'est un gros, ça a duré quasiment une journée. Là. Parce qu'il y a beaucoup d'associés. Beaucoup de papier, il y a beaucoup de signatures. Et là, je raconte dans mon livre. Oui, c'est ça, j'allais dire, vas-y. On a signé avec des bics. Des bics. Des crayons bics, hey, là. Une transaction de 17,4 millions. J'aurais pas pu aller m'acheter, je sais pas. 5 sacs des bics. Pas un Mont Blanc, mais tu sais, quelque chose de plus sexy. Glamour, un peu plus sexy, là. Mais non, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé aussi dans un moment où, pour moi, là, c'était parfait. Il faut comprendre là, que je me suis séparée du conjoint avec qui j'ai fait cette aventure-là. Ouais. Il y avait une croisée des chemins pour moi, là, que j'avais le désir sincère de devenir indépendante. D'être. Fait que pour moi, tout était enligné dans l'univers. Et savais-tu que c'est à ce moment-là de ma vie, dans cette période-là de ma vie, que j'ai commencé à méditer? Ah ouais? Ouais. Okay. Je suis tombée sur un livre de Wayne Dyer. Ouais. Qui, c'est un autre grand des zones erronées. Expert de la les zones erronées. Ouais. Je me suis mis à méditer parce que là, j'étais trop d'émotions à gérer pour moi parce que c'est une compagnie publique. Ouais. Alors, on ne pouvait pas avoir de fuite d'informations. On ne pouvait pas parler à nos voisins. Hey, je suis en train de vendre. Même pas à notre famille. C'est le groupe MTY, eux autres étaient plus. Vous autres, Tizone, vous n'étiez pas public. Non, mais eux étaient publics. Ouais, c'est ça. Là, tu ne peux pas en parler. On ne pouvait pas en parler. Fait que c'était quelque chose qui se passait en silence à l'intérieur de moi. Dur, hein, de garder, dans une séparation. Oui, vraiment. Ouais. Et, la transaction s'est faite, ça s'est annoncé, et là, les chèques sont venus et tout ça, mais j'aimerais ça dire à ton auditoire que, tu sais, moi, je viens d'une famille bien moyenne, tu sais. J'avais jamais été hyper riche et tout ça, et que le chèque que j'ai reçu n'est pas venu avec un manuel d'instruction de comment gérer surtout ta vie, tes émotions et ton entourage. Tu sais, ça a été, pour moi, venant pas d'une famille riche, quand même un choc, là, à gérer. C'est déstabilisant, là, déstabilisant. Quand même. Du jour au lendemain, tu sais, tu vivais bien, tes business roulaient, tu sais, j'imagine que, je veux dire, c'était rentable vos affaires pour que vous ayez vendu à ce montant-là. Oui. Mais ça, c'est une chose, mais là, tu as le chèque, là, comme du jour au lendemain, boum, le chèque rentre dans le compte, là, puis on parle d'un gros montant, là. Ouais. Fait que je peux comprendre que c'est comme, oh shit, comment tu t'es senti? Ben, oui, t'es content, mais oui, tu vis un deuil, là. Ouais. Tu sais, ton bébé que tu viens de vendre. C'est ça, c'est en même temps, là. Et là, ben, il y a la séparation à travers tout ça, et c'est là que j'ai vu par la suite de cette transaction-là que mes comportements avec l'alcool ont changé. C'était too much pour moi, tu sais. C'était un moyen pour moi de geler ces émotions-là. Et ça l'a brisé quelque chose à l'intérieur de moi. Ah oui, hein? Ouais. Pas l'argent autant que le double deuil là, a fracturé quelque chose à l'intérieur de mon cœur. Et mon réflexe, ça a été... C'était de la souffrance, c'est une peine d'amour, c'est une peine immense. Et bon, l'alcool a comme gelé ça, mais j'ai volontairement comme fait une coupure énergétique avec mon cœur. Ah ouais, hein? Et
c'est plus tard que je me suis mis à lire sur la puissance du cœur et de voir que je m'étais coupée de ça a fait que les années qui ont suivi, là, j'ai pas attiré les bonnes personnes. Là. C'est sûr que non. Tu sais, notre cœur, je l'ai dit tantôt, c'est magnétique. C'est magnétique, c'est de l'énergie, là. Exact. Fait que si toi, tu es dans une énergie négative, tu vas attirer de l'énergie négative. Ouais. Puis moi, c'était pour moi un peu une trahison qui s'est passée dans la relation et a fait que j'ai eu un manque d'amour-propre. Alors, mon miroir intérieur, puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes coachings, dans mes conférences et tout ça, mon miroir intérieur reflétait des gens qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, qui m'amenaient pas de l'amour pour qu'est-ce que j'étais. C'est sûr. Puis là, il y avait le chèque ici. Fait que la fille, elle s'aime pas, mais elle a de l'argent. Elle a de l'argent en masse. Et que je me suis entourée de mauvaises personnes. Et c'est là, dans cette période-là, que la maladie a progressé. L'alcoolisme s'est installé. Et qu'est-ce qui a déclenché la maladie? C'était vraiment mon accouchement. Parce que là, tu rajoutes à ça... Le fameux postpartum, genre. Exact. C'est ça que tu rajoutes à ça un postpartum, une vie non équilibrée pendant des années à travailler trop. L'alcool qui est là, présente, le manque d'amour-propre aussi en même temps. Et des questionnement, hormones. et des hormones, et de l'argent. Alors, on mélange tout ça, ça fait un méchant cocktail, pour pas faire de jeu de mots avec l'alcool, là. Ouais. Mais je reviens à ce que je disais. J'avais probablement la force de passer à travers ça pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Puis qu'est-ce que le fait d'avoir passé au travers de tout ça, tu dis ça m'a donné la force de passer au travers, puis là, d'être qui je suis aujourd'hui. C'est quoi la plus grande force que ça t'a permis de développer qu'aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui fait une grosse différence dans ta vie, là? Force personnelle, façon de penser, une vision de la vie, n'importe quoi. Là, c'était quoi? C'est quoi la plus belle pépite d'or, si on peut dire, que tu as ramené de cette période dure-là, sombre-là, qui est positive? Ce qui a été de cette période difficile-là, puis du moment que j'ai mis le genou par terre, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Qu'on a une connexion à l'univers qui est omnipotent, qui est omniprésent, puis qui est un support en tout temps. Puis qui est invisible. Et qui est invisible. Et j'avais un peu perdu... Je pense qu'on l'a naturellement quand on est jeune. Et cette période-là de ma vie m'a coupée de ça. Ouais. Et de reconnecter avec ça, avec la source. Ouais. De reconnecter avec la source, pour moi... Ça peut maintenant me faire passer tous les tempêtes, peu importe ce qui va arriver. Tu sais, je suis dans une période en ce moment difficile au niveau de mon entreprise, mais ma connexion est forte. Je vais être capable de me sortir de tout ça. J'aurais plus besoin de compenser avec une substance. Je comprends. C'est magnifique. C'est le fun que, tu sais, avec le parcours que tu as eu, que là, ça soit devenu, tu sais, une force, puis que, tu sais, peu importe, c'est comme si tu disais, ben là, j'ai eu le pire, tu sais. Peu importe ce qui va m'arriver, là, peu importe ce qui va m'arriver, je vais toujours maintenant être capable de le surmonter parce que been there, done that, pire avant, puis je passe au travers de celle-là. Ce qui se passe là, c'est rien comparé à avant. Oui, puis j'aime ça. Marc, mon conjoint, a assisté à cette espèce de revirement de situation de... Il était aux premières loges de ça, lui, là. Et lui, il a embarqué là-dedans, il a trouvé ça beau et il le fait lui-même. Et là, ensemble, c'est trippant de pouvoir utiliser nos forces ensemble pour la business, la famille, tout, la vie en général. Wow. Et mon désir de partager ce bout-là de ma vie, c'est là, moi, ma pépite d'or que je me dis, OK, on commence par Mia, puis après ça, à qui veut bien l'entendre, ça fonctionne. Ouais. Et d'être deux, ce que je trouve le fun, c'est t'as toujours le backup en arrière qui dit, hey, c'est vrai. C'est vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je l'ai fait. Hey, c'est vrai. Comment tu définirais en un mot, en une phrase ou deux, comme ta mission, mettons? Hey boy. Moi, tu me connais. En plus, j'ai plein de missions. Ma mission,
sais, pourquoi dans tout ce que tu fais maintenant, dans ton entreprise, dans tes conférences, dans tes livres, pourquoi tu te lèves le matin? Tu t'en vas accomplir quoi, toi? C'est mon désir profond de partager mon pouvoir du why not. J'adore. Ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Pour toi, ouais. Puis que c'est correct d'être parfaitement imparfait. Puis d'honorer ces imperfections-là, c'est ça qui fait que c'est beau. Wow. J'adore ça, j'adore tout ce que tu me dis, j'adore tout ce que tu présentes. Je suis vraiment content de faire ça avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci. J'ai un petit dernier passage dans ton livre que je veux souligner, que je veux te poser une question par rapport à ça. Puis après, je termine avec une dernière question pour toi. OK? On parle de bonheur et d'épanouissement. Oui. OK? À la page 8. Notez les pages. Hein? Oui. À la page 8 de ton livre, donc au début du livre, tu dis « Ce que je souhaite surtout, c'est que vous appreniez quelque chose d'utile dans l'une ou l'autre de mes expériences de vie, parfois déchirantes, parfois édifiantes. Celles qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs, de réaliser plusieurs de mes rêves et de me rapprocher un peu plus chaque jour, et c'est là, de mon objectif ultime, celui d'être davantage heureuse et épanouie. Mm-hmm. Alors, Christine, est-ce que tu te sens pleinement épanouie et heureuse aujourd'hui? Honnêtement, là, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, là, puis c'est drôle parce que j'ai écrit ça à un moment de ma vie que j'étais loin de me douter qu'il allait se passer quelque chose de dark. Ah ouais, hein? Et là, avec le moment où ce que j'ai eu mon genou à terre et que j'ai traversé de l'autre côté de la lumière, maintenant, vraiment, je peux dire que je suis vraiment heureuse. Wow, bravo. Ouais. Bravo. Bravo. C'est Ça a l'air famille. simple, mais c'est tellement big, c'est tellement gros. C'est pas toujours facile d'être pleinement heureux, heureuse, épanoui, puis tout ça. C'est un beau gros objectif que tout le monde, peu importe ce qu'ils font, c'est le but ultime. Mm. C'est le but ultime, puis moi, je trouve ça beau que tu sois capable de dire maintenant, je suis capable de le dire. Puis c'est quelque chose il va falloir que tu vas entretenir, qu'on entretient tous toute notre vie. Mais c'est comme si à un moment donné, on arrive à un point qu'on dit, ben c'est comme ça que je peux être heureux ou heureuse. Mm. Et c'est ça que je dois continuer à faire pour être pleinement épanoui. C'est magnifique. J'aime ça. Tu sais, Oui. en thérapie, parce que moi, j'ai passé par la thérapie, ils nous apprennent les gratitudes. Mm-hmm. Et les gratitudes, c'est pas juste de dire « OK, merci, assis, merci ». Quand tu le ressens, là, je reviens au pouvoir du cœur, là, c'est magnétique et il est là le bonheur. C'est d'être capable de dire merci à « Hey, OK, la journée est tough aujourd'hui, on n'a pas eu une bonne nouvelle. Mais merci, on est dans un pays qui n'a pas de la guerre. Puis merci, j'ai un toit. Puis merci. » Quand on apprécie ces petites choses-là, il est là le bonheur. Ouais. Et moi, je me suis donné une mission de l'enseigner à ma fille. Génial. Et tous les soirs, avant de se coucher, puis même si je l'oublie, elle me le rappelle. C'est bon. Elle me dit « Maman, on n'a pas fait nos gratitudes. » Puis là, c'est drôle parce que là, elle a 8 ans, elle est capable de dire le mot gratitude, mais là, 1 an ou 2, elle m'a dit à un moment donné, « Maman, on va faire nos données. » Nos données. Là, C'est bon. De quoi tu parles, nos données? Ben oui, là, tu sais, dire merci. J'ai dit, OK. Nos gratitudes. Elle dit, ben moi, j'appelle ça mes données. Puis là, je sais, pourquoi tu dis ça? Ben, elle dit, je dis merci pour ce que la vie m'a donné. Ah, aïe, aïe, j'aime ça. Hey, moi, là, il faut que je me rappelle de ce bout-là toute ma vie. Cute. Ben oui, c'est donc bien Puis cute. elle me dit, ah ben merci pour mon ami qui a fait ci. Tu sais, c'est des simples choses, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Puis nous, là, je vais être transparent avec toi. À l'adolescence, je l'ai perdu un peu ça avec mes filles, puis je devrais le ramener. Mais plus petite un peu, nous autres, c'était tout le temps, c'est quoi tes moments forts de la journée? Ouais. Tu sais, c'est quoi? Fait que c'était un peu des moments de gratitude aussi, c'est juste qu'on n'appelait pas ça gratitude. Puis tu sais, on dit souvent, tu sais, le bonheur, puis l'appréciation, la gratitude et tout ça.
le bonheur, c'est pas une destination, là, c'est un état d'être. Exact. Ça se vit au moment. Puis moi, il y a une grosse chose que j'ai appris dans ma vie après avoir passé au travers d'une couple d'affaires. Ouais. C'était que si t'es pas, il faut être heureux à tout moment avec soi-même, dans l'instant présent. Il n'y a rien que tu vas pouvoir acheter. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire, aller. C'est le fun de voyager, c'est le fun de découvrir plein d'affaires, c'est le fun tout ce que tu peux acheter, peu importe. Même j'irais jusqu'à dire, même les relations que tu as avec les gens, ça t'aide à amener plus de bonheur dans ta vie. Mais si fondamentalement, tu n'es pas heureux et en plein bonheur avec toi-même, tout seul, avec juste toi, là, tu pourras pas l'être complètement autour de toi. Puis à partir du moment que j'ai réalisé que moi, si j'étais pleinement heureux, bien avec moi-même, à 100%, de façon inconditionnelle, un amour inconditionnel envers moi-même, je vais pouvoir rendre tout le monde autour de moi heureux. Tout le monde. C'est comme l'histoire du 50$. Oui, dans ton livre, c'est vrai. Ben, écoute, dis-les pas. On va le garder pour aller acheter le livre. Ouais. Aller acheter le livre, Marie. Ma vie parfaitement imparfaite. Il y a une petite anecdote là-dedans au niveau du 50$. Puis c'est très magique. J'ai adoré. Mais là, il faut l'en laisser aux gens. Il faut que les gens le lisent. Très bon livre. Je suis en train de... Puis moi, je suis un gars qui lit beaucoup de livres, qui commence beaucoup de livres, mais qui finit pas toujours mes livres. Ouais. Puis là, tiens, je pense que je suis rendu à la dernière partie. Puis ma blonde, elle me dit, je pensais avant hier, elle me dit, mon Dieu, t'es déjà rendu là. C'est juste parce que tu vas l'avoir en entrevue à ton podcast. Je dis, non, sérieusement, j'adore son livre. Ça se lit, là, ça se lit. C'est le genre d'écriture, moi, que j'aime. Puis que, tu sais, c'est le genre d'écriture que si, mettons, je me détache du fait que c'est moi qui est en train d'écrire des petits passages dans mon livre, je trouve que c'est le même genre d'écriture. Tu sais, ça se lit bien, c'est facile, des courts chapitres, c'est du storytelling. En même temps, il y a plein de leçons qui est partagées là-dedans, fait que j'adore ça. Écoute, je te retiens pas plus longtemps, quoique moi, je passerai l'après-midi avec toi. J'ai une dernière question, c'est une question que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Humain d'exception. Moi, j'ai envie de te demander, en terminant, dans tes propres mots, c'est quoi pour toi un humain d'exception? C'est drôle parce que, tu sais, j'avais écouté tes podcasts, fait que je savais que tu t'en venais avec cette question-là. Et cool. La réponse qui m'a popé, c'est qu'on est tous des humains d'exception. Exactement. On n'a pas besoin d'avoir fait des conférences, d'écrire des livres ou d'avoir fait des millions. Tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. Puis ça, en thérapie, là, il y a un de nos intervenants très connus qui dit être quelqu'un pour quelqu'un. On est tous quelqu'un pour quelqu'un. On est tous quelqu'un pour quelqu'un. Puis si on ne l'est pas, on peut tous être quelqu'un pour quelqu'un. Oui. Puis un coup qu'on a réalisé ça, là, ben c'est ça le bonheur. Exact. C'est de la nourriture pour l'âme. Juste d'être là pour son enfant, pour ses amis. On est tous quelqu'un pour quelqu'un. Fait qu'on est tous des gens d'exception. Moi, je mets tous les êtres humains sur le même pied d'égalité. Même ceux qui ont fait du tort, souvent, on ne sait pas leur passé. On ne connaît pas leur background. Puis moi, je crois, en tout cas, pour plusieurs, peut-être pas pour tous, mais on a tous droit à une deuxième chance. Puis c'est ça, comme tu dis, il y en a des fois que la vie les a amenés à faire des actions, des décisions que c'était pas le bon chemin qu'ils devaient prendre, mais il y a toujours possibilité de reprendre un nouveau chemin puis de recréer son chemin d'exception, puis tout le monde est capable. On a tous en nous le potentiel de pouvoir faire briller sa personnalité, faire profiter les autres de ses forces, de ce qu'on a de plus beau et de bon en soi. Je pense qu'il faut le faire pour soi en premier, et après, il faut en faire profiter le monde autour de nous, puis c'est comme ça qu'on crée des humains d'exception, puis qu'on incarne notre propre exception. Exact. Puis on fait un monde meilleur, je pense. On fait des mini-humains d'exception. Exactement. Hey, ben écoute, merci beaucoup pour ce temps-là que tu m'as donné. J'ai adoré notre rencontre. J'ai adoré nos discussions, mon Dieu. On aurait du stock pour faire un autre podcast, c'est sûr, n'importe quand. Merci beaucoup de t'être déplacé ici, venir me rencontrer. Et je te redis, je te l'ai déjà dit, je te confirme encore. Tu es, pour moi, maintenant et à vie, une humaine d'exception. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai hâte de lire ton livre. All right! Yes! Merci.